Europe Matin. 6h, 9h, Lionel Gougelot. 8h43 sur Europe 1, l'heure de retrouver nos invités du Club de la Presse ce matin. Bonjour Judith Weintraub. Bonjour Lionel. Journaliste au Figaro Magazine. Bonjour Olivier d'Artigol. Bonjour. Chroniqueur politique. Merci d'être présent dans le studio d'Europe 1 ce matin. Alors j'ai à vous proposer un sujet explosif. Et puis je sais que ça va vous plaire Olivier d'Artigol. Sujet explosif en perspective pour le gouvernement. Je veux parler de la réforme de l'assurance chômage. Le ministère du Travail a transmis juste avant Noël un projet de décret qui prévoit de diminuer de 40% la durée d'indemnisation chômage quand le taux de demandeurs d'emploi en France aura repassé sous la barre des 6%. En clair, ça veut dire qu'on va contraindre les demandeurs d'emploi à accepter une offre d'emploi plus rapidement. On module la durée de l'indemnisation des chômeurs en fonction de la situation de l'emploi. Judith, quelle réflexion ça vous inspire, cette manière de procéder? Et puis aussi sur le fond, est-ce que ça vous semble pertinent? Alors pour moi c'est une triple erreur. D'abord une erreur sur le fond parce que voilà encore une mesure systématique, uniforme sur tout le territoire, ce qui paraît un non-sens quand on connaît la situation de l'emploi. Une erreur sur la forme, avoir fait ça à Noël, c'est quand même joli cadeau, ouais. C'est quand même un joli cadeau. Une erreur stratégique. Je vous rappelle que Emmanuel Macron a été réélu sur la promesse de se changer et de devenir un adepte de la concertation et du dialogue social. Or, les syndicats sont unanimes, ils ont tous découvert cette disposition par la presse. Elle n'a jamais été évoquée dans les négociations. Syndicats qui, je le rappelle, avaient trouvé une unité inédite pour s'opposer déjà aux premières réformes de l'assurance chômage, parce que c'est un chantier de longue haleine qui avait été commencé sous le précédent mandat. Olivier d'Artigol, sujet, je le disais, sujet explosif en perspective pour le gouvernement, compte tenu de la levée de bouclier. Alors vous allez me dire, c'est surtout à gauche qu'on proteste, mais malgré tout, ça risque de sérieusement perturber la rentrée. Oui, mais c'est un signal très, très violent. Je ne rajoute pas sur ce qui a été dit. D'abord, le timing. Le timing est au pied du sapin de Noël. On espérerait autre chose, premier élément. Deuxième élément, c'est aussi en termes d'efficacité. Est-ce que le problème pour ce gouvernement, c'est le chômage ou les chômeurs? Car il y a eu une récente note interne de l'UNEDIC qui montre combien la réforme précédente sur les allocations au chômage est en fait en échec. Puisqu'il y a une baisse en effet d'indemnisation, moins de chômeurs sont indemnisés, sortent des statistiques pour basculer au RSA. On l'oublie trop. Quand vous sortez de l'indemnisation, vous basculez au RSA. Donc je ne vois pas comment, en enfonçant la tête sous l'eau d'une personne déjà en difficulté, vous faites en sorte qu'elle soit davantage forte sur le fait d'aller sur le marché du travail. Donc ça c'est un premier sujet. Et autre sujet, dans quel climat le gouvernement va-t-il engager la réforme des retraites avec des annonces prévues le 10 janvier avec un tel climat? Ça ne peut que braquer les partenaires sociaux. Mais, bon tapis de bombe avant la négociation. Bombe tarpin, oui, exactement. Tapis de bombe. Alors juste pour répondre à Olivier sur le fond, l'examen de tous les pays voisins, quand on compare taux de chômage et taux d'indemnisation, longueur et montant d'indemnisation, on s'aperçoit que tous les pays qui ont un taux de chômage inférieur au nôtre, c'est-à-dire à peu près tout le monde, ont aussi une indemnisation moins longue et moins généreuse. Donc oui, il y a un lien entre l'indemnisation et le taux de chômage. Mais j'aimerais que le débat public porte davantage sur la qualité de l'emploi, le sens du travail. Vous savez, une offre raisonnable d'emploi, telle que le formule Pôle emploi, la loi, n'est parfois pas très raisonnable. Sur le taux de salaire, sur les conditions de travail. Je me suis occupé quelques années d'une mission locale où on suivait plus de 4000 jeunes. Je vous assure que pour construire des chemins vers l'emploi, ça demande aussi de s'occuper de la qualité de cet emploi. Je prends juste un chiffre, celui du taux d'activité des gens entre 55 et 62 ans.
il est à peine à 50%. Ça veut donc dire qu'on a un immense travail à faire sur le marché de l'emploi en lui-même. Alors, Judith Weintraub, ce système de modulation, on va dire, des indemnités en fonction du taux de chômage, il est fixé à 6%. Et ça, c'est quasiment le plein emploi, 6%. Est-ce qu'on peut y arriver? Apparemment, pour la France, c'est le plein emploi. Pour tous les autres, c'est plutôt entre 3 et 4%. Et 4, mais nous, ça serait 6. Bon, déjà, un petit scepticisme. Est-ce qu'on a des chances d'y arriver, justement, à ces 6%? Parce que c'est peut-être aussi ça la question fondamentale. Oui, je pense qu'il y a des moyens d'y arriver. Je ne suis pas en train de dire que les chômeurs sont des feignasses. Hein. C'est pas du tout mon discours. Simplement, ils font des arbitrages rationnels entre ce que leur coûte le travail, par exemple en termes de garde d'enfants, quand ils n'ont pas d'horaire classique, et ce que leur rapportent les aides sociales. Chômage compris. Sans oublier donc ils font des choix rationnels et on ne peut pas le leur reprocher. Sans oublier qu'une majorité de personnes au chômage ne sont pas indemnisées. Mais comme vous le disiez, ils bénéficient d'aides sociales. Madame, monsieur, je souhaiterais revenir quand même un peu sur la méthode malgré tout, parce que ça dit quand même pas mal de choses. Cette façon de communiquer, le 24 décembre, dans la période que l'on connaît actuellement, franchement, qui a bien pu avoir cette idée Mais Emmanuel Macron est vraiment un Janus, un personnage à deux têtes. Il a un discours public depuis sa réélection sur la nécessité de dialogue, d'apaisement, d'écoute, sur un peu le j'ai changé et ça va se passer différemment. Mais en fait, dans la pratique du pouvoir, notamment sur les grandes questions sociales, on voit que c'est toujours une méthode excessivement brutale et qu'il fait pas mal de dégâts, pas uniquement sur le paritarisme, sur les relations avec les syndicats, mais dans le pays en général, où on se dit que véritablement, il n'y a pas d'empathie, de prise en considération de là où en est la société française. Judith Weintraub. Oui, surtout que c'est une décision hyper centralisatrice. Je le disais, c'est pas du tout modulé selon les territoires, c'est pas modulé non plus selon les secteurs. Oui. Prenons un exemple dont on parle beaucoup, l'hôtellerie-restauration. On sait qu'il manque environ 200 000 personnes, il y a environ 200 000 postes non pourvus. Il y a, ça c'est les restaurateurs qui vous le disent, notamment Stéphane Manigold, 100 000 personnes inscrites à Pôle emploi dans cette branche-là. Donc il y a un problème. Effectivement, on se demande pourquoi parmi les 100 000, il n'y en a pas une forte proportion qui trouve un emploi qui lui convienne. Donc là, effectivement, ça mériterait d'être un peu plus contraignant. Mais il y a d'autres secteurs où ce n'est pas du tout le cas. Alors, autre sujet que je soumets à votre réflexion et votre discussion ce matin, je veux parler de la grève des médecins libéraux pour une revalorisation des tarifs de consultation. On s'étonnait hier matin, ici même sur cette antenne, du silence assourdissant du gouvernement sur ce mouvement. Et bien dans la journée, le ministre de la Santé s'est finalement fendu d'un communiqué qui condamne fermement ce mouvement, qui accentue la pression sur les services hospitaliers et les urgences. François Braun est justement en ce moment même dans un hôpital à Annecy pour constater les dégâts. Mais pour l'instant, il y a, à ma connaissance en tout cas, aucune réponse sur le fond de la part du gouvernement, Olivier d'Artigol. Oui, surtout que ça ne date pas d'aujourd'hui. Intéressant de voir l'amorce, c'est de nouveau sur une page Facebook et sur un collectif qui démarre de la base, avec certes une question sur la rémunération, sur les honoraires, mais aussi sur les conditions de travail. Ça pose vraiment la question de la santé en général, de notre système de soins hospitalier et médecine de ville. J'entendais hier qu'il n'y avait plus aucune place en urgence sur l'ensemble de l'Île-de-France, et on sait très bien qu'il y a, quand il y a une tension comme ça sur la médecine de ville, ça peut rebondir sur les urgences. Mais quelle réponse peut apporter le gouvernement? Une réponse globale. On voit que le Ségur de la santé n'a pas réglé. On nous disait pendant la pandémie qu'on irait vers le monde d'après. En fait, le monde d'après, pour l'hôpital, c'est le monde d'avant, mais en pire. Il faudrait véritablement une réactivité politique de haut niveau, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'après ce que je sais, il y a des négociations, renégociation de la convention libérale, c'est-à-dire qui fixe notamment le prix de la consultation. Qui est prévu en mars. Effectivement, comme le dit Olivier, ça fait longtemps que le gouvernement, qui est gestionnaire de fait du système de santé, y compris libéral, est averti de la colère des médecins qui sont absolument sous-payés, les médecins de ville, par rapport à tous leurs collègues européens, et de beaucoup. La moyenne de la consultation, c'est 34 € en Europe. La consultation actuelle, en France, est à 25 €. Ils n'obtiendront pas 50 €. Non, c'est 7 milliards en coût total. Deuxième chose,
il y a cette intention du gouvernement d'imposer une 10e année de formation obligatoire aux médecins généralistes. Là aussi, lever de bouclier. Laquelle 10e année devra être exercée dans les déserts médicaux. C'est complètement fou. Avec les médecins, mais ça ne date pas de ce gouvernement, ça date d'il y a 30 ans. On empile, que ce soit la droite ou la gauche, des réformes contraignantes, c'est le bâton, tout le temps. Avec une bombe à retardement, c'est la pyramide d'âge des médecins libéraux dans notre pays, avec la nécessité d'un renouvellement générationnel. On nous a fait des annonces sur le numerus clausus, mais pour connaître des étudiants en médecine, il faut aussi poser la question dont on forme nos jeunes médecins, et la manière dont ça se passe n'est vraiment pas... Vous savez pourquoi ça se passe pas? Ça se passe mal parce que ce sont les ARS, les agences régionales de santé, qui se sont rendues célèbres à l'opinion publique par leur mauvaise gestion, généralement, pas toutes, mais la plupart, de la crise Covid, qui décident des besoins de formation. Alors, dernier sujet, c'est vous, Julie Saint-Trope, qui m'avez alerté un peu sur ce sujet que j'avais vu passer dans la presse, mais... quand on s'y penche, c'est hallucinant. L'affaire de cette préfète d'Indre-et-Loire qui a été démise de ses fonctions par décret en Conseil des ministres. Son seul tort à cette préfète, d'avoir fait respecter la loi sur l'urbanisme et la protection de l'environnement en s'opposant à un projet de construction d'une entreprise, on va dire, dans une zone protégée. C'est quoi ce scandale, Julie Saint-Trope ? Alors, elle n'a pas été démise de ses fonctions. Sa fonction en Indre-et-Loire a été arrêtée, elle n'a pas de nouvelle affectation. Elle n'est pas suspendue au sens strict, elle a fait 2 ans et demi, c'est à peu près ce que font les préfets en général. Expliquez-nous. En fait, il s'agit de... la préfète s'appuyant sur un avis d'un architecte des bâtiments de France, s'est opposée à un projet d'incubateur qui s'appellerait le Da Vinci Labs, dédié à l'intelligence artificielle, dans le château Louise de la Vallière, favorite de Louis XIV, à Reunis, à une vingtaine de kilomètres de Tours, château classé. Et donc, elle ne voulait pas cette entreprise. Ce sont des propriétaires privés qui voulaient faire cet incubateur. Et les élus locaux étaient pour la plupart d'accord, parce que ça apportait évidemment de l'emploi, c'était bon pour l'économie. Alors, cette préfète a peut-être parfaitement respecté la loi, mais la loi est délétère. Il s'agit de la loi climat et résilience, votée en 2021, qui prévoit la diminution de l'artificialisation des sols de moitié d'ici 2030 et 0 artificialisation en 2050. Dans un pays qui manque de logements et d'entreprises, c'est une loi quasi criminelle. Olivier d'Artigol. Judith a raison, il y a un débat sur la loi, je ne l'aborderai pas ici. La pertinence de la loi, oui. Oui, bien sûr, et sur sa mise en œuvre. Mais qu'un haut fonctionnaire soit comme ça... Mais Marie Lajusse, puisque c'est son nom, est une grande préfète. Dans l'ensemble des départements, on le voit avec les témoignages sur les réseaux sociaux où elle est passée, elle a laissé un excellent souvenir. C'est une tête dure. Voilà, c'est un caractère. Elle l'a montré dans d'autres fonctions qu'elle a occupées dans le régalien. Et donc, elle a appliqué la loi. Je ne le conteste pas. Elle a appliqué la loi. Et il y a eu donc face à elle une addition d'opposition qui sont allées jusqu'à donc sa mise en retrait. Il va falloir véritablement que l'exécutif s'explique sur ce dossier, et je souhaite que, parce que c'est un grand commis de l'État, que cette femme, qui est une femme de très grande qualité, puisse retrouver véritablement une fonction dans les institutions. Un cas intéressant quand même. J'ai vu une tribune de soutien qui a été publiée, me semble-t-il, elle est soutenue notamment par des associations pro-migrants, parce qu'elle a beaucoup œuvré dans ce domaine-là. Aussi, mais c'est un autre dossier. C'est la personnalité de la préfète. Merci Julie Saint-Trope, merci Olivier d'Artigol d'avoir participé au Club de la Presse de ce mercredi matin.